ללכת, לומר להתראות, ואת שותקת לך, ואני נשאר איתך. Bonsoir à tous, bienvenue sur ce premier événement des Journées de la Culture à l'antenne, et autour de moi plusieurs participants pour annoncer et lancer ces Journées de la Culture juive de Toulouse. Karine Sayak-Satragno. Bonjour Karine. Bonjour Pierre. Alors Karine, on vous annoncera tout à l'heure, on expliquera tout à l'heure que vous êtes une nouvelle figure des Journées de la Culture juive et à quel point on est content de vous accueillir pour toute cette quinzaine qui s'annonce formidable malgré tous les déboires que l'on a connus. Et puis à mes côtés également Maurice Lugassi, président d'Hebraïca. Bonjour Maurice. Bonsoir Maurice. Bonsoir Pierre, bonsoir Karine. Très heureux effectivement déjà d'être à la radio avec vous et puis de pouvoir manager avec vous un des rares festivals qui continue à vivre malgré le confinement, malgré la baisse de tout ce qui est culturel. Bien nous on est là et on est très heureux de proposer à notre public ces journées de la culture en Zoom, certes, mais on est là quand même. Exact, exact. Alors c'est vrai, Maurice, tu fais bien de le souligner, on est un des rares festivals qui a réussi à se maintenir, et je ris en pensant à la réflexion de Nelly Lebar qui m'a dit « Oh Pierre, tu me fais de la peine ». Ouais. Quand on était à peu près à la 4e mouture de la table ronde dont je vais parler tout à l'heure, qui a lieu dans quelques jours, dimanche prochain, Femmes et Juives au XXIe siècle, quand pour la 4e fois, on a modifié les éléments et de date et d'intervenants de cette journée de table ronde. Non, Alors, et puis effectivement, pour d'ores et déjà remercier toutes celles, puisque toutes nos invités, hormis pour les jeudis d'Hebraïca, toutes nos invitées sont féminines, puisque le thème s'y prête évidemment. Et on peut les remercier de jouer le jeu et de passer effectivement du live, du contact direct au Zoom, qui n'empêchera pas le contact, puisque le public sera là et le public pourra intervenir après les présentations, après les tables rondes, mais bien entendu, la phase de dialogue se maintiendra. Donc, mais c'est vrai que pour certains et certaines, passer au Zoom peut sembler être une perte. L'usage, maintenant on est habitué depuis mars, on est souvent contraint. L'usage montre que le Zoom permet de garder le contact, permet de garder le lien, et bizarrement, l'informatique maintient une certaine humanité. oui, tout à fait. Le Zoom, c'est quand même une des techniques les plus salvatrices par rapport à nos habitudes de se voir, de se côtoyer, de se voir en direct. Le Zoom, ça permet quand même la vision, ça permet l'intervention et ça permet que chacun parle à son rythme, un petit peu comme dans une vraie table ronde, dans une vraie conférence ou dans un vrai événement. Alors, d'abord Ouais, Maurice, puisque tu remercies nos intervenantes, on va le faire plus posément tout à l'heure. Je voudrais quand même ne pas commencer cette émission sans remercier la radio dans laquelle on est, Radio Kol Aviv, qui nous permet, qui nous autorise, qui nous propulse dans ces journées de la culture juive sur son antenne qui est, je crois, 101.0. Et il faut le dire, on est très heureux d'être sur cette antenne. On a eu l'autorisation de son directeur Gérald Benarous et Joël pour les moyens techniques et Laurent Grabli que tout le monde connaît. Voilà, donc je voulais les remercier. Je voudrais remercier aussi la mairie de Toulouse parce qu'on a un affichage superbe pour les journées de la culture juive. Maurice, tu l'as vu? Tu as eu une photo? non, je ne l'ai pas vu puisque je ne sors pas, mais on m'a rapporté, oui, on m'a rapporté effectivement que les affiches sont bien en vue et qu'elle est belle, qu'elle est réussie. Donc bravo Pierre, puisque c'est toi qui en est le réalisateur. Et effectivement, dans l'aspect paradoxal, c'est qu'on a maintenu nos affiches, on a maintenu nos dates, et puis ça, voilà, on y est. On y est. Alors c'est vrai que le programme s'est transformé, c'est vrai qu'il est
mis à jour, il sera encore mis à jour sur hebraïca-toulouse.com, le site d'Hebraïca, mais l'affichage est là et nous sommes dans la vie. Et ça, on en est très, très fiers. Voilà, alors la transition est toute trouvée puisque Karine nous fait le plaisir d'être à ce rendez-vous de lancement des Journées de la Culture parce que, Karine, vous avez une double actualité dans les Journées de la Culture. On va tout à l'heure dérouler un petit peu le menu, le programme de ces Journées de la Culture qui démarrent donc ce soir, le 14 novembre, et s'achèveront le jeudi 26 novembre avec une conférence d'Izzy Morgenstern sur les femmes dans les trois monothéismes. Ça rentre dans le cadre des jeudis d'Hebraïca. Et j'en profite d'ailleurs, je ne l'ai pas encore annoncé véritablement, le thème de cette année, les Journées de la culture juive, comme l'a dit l'affiche et comme vient de l'expliquer Maurice tout à l'heure, le thème c'est femmes et juives. Alors, à ce propos, Pierre, excuse-moi, Pardon. j'aurais une question pour Karine. Quand Pierre vous a contacté pour intervenir à la fois en tant que modératrice à la table ronde du dimanche 22 novembre et pour présenter vos ouvrages, est-ce que le thème tel que nous l'avons présenté, femmes et juives, et puis on a fait suivre de Judith, Golda, Simone, de trois prénoms qui nous semblaient emblématiques dans trois contextes différents. Est-ce que ce thème vous a étonné, vous a plu, vous a choqué? Qu'avez-vous pensé finalement de ce thème? Alors, écoutez, déjà, j'étais ravie d'être présente sur cette table ronde et pour les interventions que je vais faire autour des femmes, de cette thématique femmes et juives au XXIe siècle. Est-ce que j'ai été choquée? Non, absolument pas. Est-ce que j'étais fière de présider, entre guillemets, cette table ronde? Évidemment, puisque je vais avoir face à moi des femmes très inspirantes et très différentes. Et donc, je suis très heureuse qu'on soit à l'honneur pour ces journées de la culture juive connectées. Bon, très bien. Peut-être qu'on peut parler alors, Pierre, de la table ronde. Ben, tout à fait. Moi, je suis pour qu'on même si ce n'est pas dans l'ordre de la chronologie. Alors, la table ronde, c'est pas le premier événement des Journées de la Culture, c'est le 3 ou 4e événement, et il a lieu dimanche prochain. Donc, dans 8 jours, dimanche 22 novembre, il faut à 18h30. À 18h30, voilà, il faut se brancher sur Zoom. Il y a un identifiant de réunion que vous pouvez trouver sur évidemment, comme l'a dit Maurice, sur hebraicatoulouse.com, sur notre site, et également sur les pages Facebook qui seront relayées d'ici là. Ouais. Cette table ronde, c'est quoi? C'est une table ronde qui est un petit peu, je dirais, la page centrale de ce thème, de cette thématique femmes et juives. Maurice l'a dit, Judith, Golda, Simone, trois figures qu'on a choisies pas par hasard de mettre en exergue sur l'affiche, mais c'est surtout pour expliquer, enfin pour donner à penser que à une époque où être femme est devenu complètement autre chose depuis un siècle, depuis 10 siècles évidemment, on a eu envie de mettre en parallèle un peu l'histoire des femmes de la Bible, par exemple, puisqu'on est dans ce Judith, Judith et Holoferne, tout le monde connaît Judith, héroïne de la Bible. Elle fait partie aussi de l'histoire chrétienne, elle fait partie de l'histoire protestante. On a eu envie de parler de Golda Meir avec Israël, avec le sionisme, avec la création de l'État d'Israël, et on a eu envie de parler de Simone Veil, quelle grande figure française qui était incontournable pour nous. Voilà. Et puis, on a aussi envie de parler plus proche de nous encore, enfin aussi proche de nous encore, des figures de la résistance toulousaine, comme Marianne Fixman, ou bien d'autres qu'évoquera d'ailleurs le mardi d'après, le mardi 24 novembre, qu'évoquera Elirica Leroy avec les femmes dans la résistance. Mais surtout, le débat de qui va être celui de cette table ronde, femmes et juives au XXIe siècle, sera finalement, et j'ai envie après de repasser la parole à Karine, sera celui d'une femme d'aujourd'hui face à ces différentes identités qui s'entremêlent, comme toutes les identités, être femme, être juive, être toulousaine, être dans son temps, mais aussi dans la culture qui a fait, dans le passé qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Et j'ai envie de demander déjà à Karine comment elle a, comme Maurice vous a demandé tout à l'heure comment vous aviez
perçu cette invitation. Moi, j'ai envie de vous demander maintenant plus précisément comment, Karine, avez-vous perçu cette table ronde et comment, quand je vous l'ai présentée, comment vous avez senti une perspective possible et par exemple, la première question que vous avez envie de poser à ces femmes et peut-être un petit tour d'horizon de ces femmes que vous allez accueillir dimanche. Oui, tout à fait. Alors déjà, vous avez donné ces 3 prénoms qui sont emblématiques donc des femmes juives. J'aimerais bien en rajouter un 4e qui est double, c'est celui de Monique Lise Cohen, puisque je devais justement l'interviewer pour cette table ronde. Elle est décédée le 3 novembre. C'était une grande philosophe, une auteure, une poète. Et donc, je pense qu'à ce moment précis de l'émission et pour toutes les journées de la culture juive, il faut qu'elle reste inoubliable et qu'elle soit là un peu pour m'épauler dans cette table ronde parce que j'aurais aimé avoir la chance de l'interviewer puisqu'elle est venue à ma dernière dédicace et j'étais très fière de la recevoir le 22 novembre. D'ailleurs, il faut dire à ce propos que ces journées de la culture juive qui démarrent aujourd'hui, et merci de me donner l'occasion de le dire, elles sont dédiées à 100% à Monique Lise Cohen. Ça a été une décision collégiale, une idée de Roger Attali et une décision collégiale de dédier ces journées de la culture à Monique Lise Cohen, philosophe, autrice, poète, et puis surtout grande figure toulousaine, grande figure juive, et comme vous l'avez dit, Karine, qui vient de disparaître. Oui, tout à fait. Donc, ensuite, pour répondre à vos questions, Pierre, donc cette table ronde, quand vous m'avez proposé d'y participer, vous avez été peut-être influencé par une des personnalités qui sont présentes, Karine Ursel, qui a soumis cette idée. Mais écoutez, j'ai été très surprise, puisque voilà, je suis à peine connue en tant qu'auteur, mais en tout cas peut-être représentative d'une idée de la femme juive du XXIe siècle. Donc voilà, j'étais très fière de recevoir ces femmes. Donc je vais peut-être les présenter tout d'abord. Donc il y aura Nicole Yardeni, qui est maire adjointe et ancienne présidente du CRIF. Ensuite, Tsipora Naïm, qui est l'épouse du rabbin Doron Naïm, du rabbin de Toulouse. Nelly Lebar, chirurgien dentiste et élue à la CIT. Karine Ursel, qui est chanteuse et animatrice radio, entre autres. Et Léa Bianbonne, qui est violoncelliste à l'orchestre du Capitole de Toulouse. Donc, toutes des femmes inspirantes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très, 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 très différentes. Oui, et en y réfléchissant, on retrouve nos trois figures tutélaires qui étaient Judith, la femme biblique, celle qui est fidèle à la foi, puisqu'on aura la femme du rabbin, entre autres. On retrouve Golda Meir dans la femme politique, puisque Nicole Yardeni maintenant est lancée dans la politique, puisqu'elle est élue municipale. Et puis, on retrouve Simone Veil, la femme engagée pour ses droits, la femme libre. Et là, on les voit partout, dans toutes ces femmes qui seront présentes, vous comprises, Karine. Simone Veil Alors, juste à propos de Simone Veil, dans le programme initial, il était prévu que nous proposions d'ailleurs en avant-première une exposition sur Simone Veil réalisée par le Mémorial de la Shoah. Cette exposition ne peut avoir lieu parce que toutes les expositions sont interdites. Voilà, ce n'est pas considéré comme essentiel, disent-ils. Mais l'exposition sera là, mars, avril. On est en train de négocier avec le mémorial. En tout cas, nous aurons l'exposition sur Simone Veil. Elle sera présente. Mais moi, ce qui me... En fait, je tenais, nous tenions avec Pierre à ce que ce soit une femme qui dirige cette table ronde, parce qu'au niveau du langage, il est très difficile finalement de ne pas faire de bourde quand on est un homme. Si par exemple, je présente l'une d'entre vous en disant marié, 3 enfants et la profession, on va me traiter de misogyne, réducteur, quelque chose comme ça, non? Non, on n'ira pas jusque-là, mais c'est vrai qu'entre femmes, il y a quelque chose, il y a ce que j'appelle moi une sororité, qui fait qu'on arrive à se poser les questions sans qu'il y ait forcément des sous-entendus. Après, on n'est pas toutes des féministes qui jouent avec les mots, donc on peut être, qu'est-ce que c'est qu'être féministe? C'est juste vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, c'est pas être contre les hommes et absolument pas être misogyne. Donc, je pense que vous saurez vous tenir et poser les bonnes questions aussi. C'est contre vous. Je suis très heureuse que ce soit moi. Oui, nous aussi. Ben, moi, je sais que je l'aurais fait avec infiniment de précaution
Et là, non. Là, je vous écouterai toutes les 2, 4, 5, toutes les 5 avec infiniment de plaisir et l'esprit tranquille. Mais Pierre vous a posé une question. Est-ce que vous avez, sur la première question, mais plus largement, qu'est-ce qui vous intéresse finalement dans ce panel? Vers quel chemin vous allez vous aventurer en interrogeant ces femmes? Ces femmes. Je dis plus rien, je dis pas d'adjectif. Alors, sur quel chemin je vais m'aventurer? J'aime bien m'aventurer, vous avez raison de le dire. Donc, je pense que la première question, évidemment, c'est qu'est-ce que c'est qu'être juive en 2020? Pour chacune de nous, ça va représenter quelque chose de complètement différent. Donc, je pense qu'entre Tzipora Naïm et Nicole Yardeni, voilà, il y aura un gouffre de différences, mais c'est ce qui est intéressant, c'est cette pluralité. Et bon, ça, c'est une question très large, être juive en 2020. Ensuite, j'ai vraiment prévu de resserrer les taux pour vraiment savoir des choses plus personnelles sur ces femmes-là et peut-être aussi voilà, leur engagement pour la communauté aussi. Oui, oui. Ou leur engagement ou pas. Mais en quoi elles se sentent engagées à l'égard des autres juifs ou pas. Exactement, c'est à quel point leur judéité impacte aussi leur vie sociale. Ouais, 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 Ou c'est vrai. pas. Mhm. Tout à fait. Et là aussi, il y a plusieurs profils et on a minutieusement choisi et c'est vrai que euh, même si on ne connaît pas les réponses d'avance, heureusement, mais on voit quand même une diffraction et là, le prisme sera hyper intéressant. Donc, c'est vrai que cette table ronde, je le rappelle, qui aura lieu le dimanche 22 novembre à 18h30, je rappelle que pour accéder au Zoom, eh bien, tout est gratuit. Il faut télécharger l'application Zoom, qui elle aussi est gratuite. Et vous avez les codes. Alors, on prend un risque en donnant les codes directement. Mais là, ce sera notre master Zoom, Jean-Luc Alimi, qui fera un peu attention. Il y a déjà des colloques qui ont eu des intrusions antisémites, des choses comme ça. Bon, nous, on a pris Bon, ce ne pensons pas risque-là. au pire, mais en tout cas, Jean-Luc Alimi a la main, et s'il y a effectivement des indésirables, Voilà, il sachez pourra qu'il les a tout enlever. à fait, d'un clic, il peut Il peut les faire taire voilà, il ou peut les les faire enlever. taire. Mhm. Voilà. Moi, je suis très curieux parce qu'on est vraiment pétri de culture et si ce festival nous passionne tant et qu'on passe tellement de temps à le préparer, c'est parce que vraiment, il est plein d'intérêt. Moi, j'ai très envie de savoir, par exemple, sur ces 5 femmes que Karine va faire parler, va faire accoucher en quelque sorte, mais je ne me permets pas ça. Oh, c'est la maïeutique, hein, c'est C'est la la maïeutique de philosophie Socrate, voilà. platonicienne, c'est la Moi, maïeutique. je suis curieux, par exemple, de mettre en perspective, si elles arrivent à les exprimer, leur choix culturel, les films, les livres, l'écriture, comment elles vivent leur culture et quelle est la part de judaïsme dans leur culture, en quelque sorte, ou de judéité. Parce que Karine Sayag-Satragno, vous avez vous-même écrit déjà plusieurs ouvrages et je vais avoir moi aussi l'avantage et l'honneur d'être modérateur, comme on dit aujourd'hui, pour vous faire parler de vos livres. Ça sera mardi prochain, dans 3 jours à peine. Et vous, par exemple, dans votre littérature que j'ai commencé à aborder il y a quelques temps, vous avez une grande part de judéité qui transpire, qui transparaît dans votre écriture. Est-ce que Alors, vous pensez... Pierre, Oui. Pierre et Karine, si vous le permettez, pour un meilleur équilibre, et puis là, on va garder le suspense, pour un équilibre de l'émission, on va demander à Joël de passer au Haza et Ah, Karine très volontiers. répondra juste après, justement, elle nous parlera et de sa soirée, enfin, sa fin de journée du mardi 17 novembre à 18h30, où elle présentera ses ouvrages, et nous dire déjà un mot sur ses ouvrages. Pourquoi Ofra Haza, alors d'abord, la programmation est exclusivement féminine, comme notre programme des Journées de la Culture. Ofra Haza est une figure tragique de la chanson israélienne. Elle avait tout pour avoir une vie de princesse. Des succès, mais elle est arrivée deuxième, mais c'était déjà bien comment ça s'appelle, le concours international des chansons, enfin bref. Lyon.
À l'Eurovision. Eurovision, voilà, merci. Et puis, elle a ligné les succès. Elle est la première à ouvrir le monde sur la world music. Avant même Peter Gabriel essayait, il se plantait. Elle a réussi avec la chanson que nous allons écouter. Et puis, elle a eu une fin tragique à cause d'un homme, à cause de l'homme avec lequel elle vivait. Et c'est une véritable horreur quand en Israël, ils l'ont appris. Elle est morte jeune. Son compagnon était atteint du sida, il le savait, mais il n'avait pris aucune précaution. Et quand elle est morte du sida à cause de cet homme qui n'a pas été poursuivi en justice ni quoi que ce soit. Enfin, c'est un destin tragique. Il existe un très beau documentaire en Israël sur Ofra Haza qui nous montre le destin de cette princesse, le destin tragique de cette reine de la chanson israélienne. Donc, on va écouter Ofra Haza. Voilà, nous revoilà à nos micros en direct de Tel Aviv pour vivre le lancement des Journées de la Culture avec Maurice Lugassi, le président d'Hebraïka, Karine Sayag, notre modératrice, nouvelle figure des Journées de la Culture, et moi-même, Pierre Lassé. Alors, on a évoqué effectivement une partie du programme des Journées de la Culture qui nous attendent dans les jours qui viennent, et évidemment, comme Karine nous fait le plaisir d'être là, elle va modérer cette fameuse table ronde Femmes et Juives au XXIe siècle qui aura lieu dimanche prochain à 18h30 sur Zoom, mais elle va aussi être sur la sellette elle-même mardi, dans 3 jours, mardi 17 novembre à 18h30, toujours sur Zoom, pour nous parler de ces ouvrages, puisque Karine, vous êtes jeune, Karine Satragno, mais vous avez déjà édité, écrit et conçu une série déjà de sœurs. Alors, moi, j'ai déjà une question à vous poser sur ce livre, mais je vous la poserai tout à l'heure. Et je vous la poserai même dans l'émission, parce que je ne vais pas tout dévoiler dans l'émission de mardi. Et un autre livre qui est assez hilarant, je dois dire, que j'ignorais complètement, qui s'appelle « Confiné dans la dentelle ». C'est une sorte de journal de confinement d'une prisonnière du Covid-19, comme vous l'appelez, avec beaucoup d'humour. Karine, donc, un petit mot sur ces deux ouvrages, sur ces 3 ouvrages. Alors, en fait, Sœur 1 et Sœur 2, donc le premier s'appelle Sipora, le deuxième Ilana, donc c'est une saga. Vous me demandiez avant la chanson donc, quelle était la part de judéité dans mes romans. Donc, dans Sœur, évidemment, elle est importante puisque ces romans correspondent à un désir de vulgariser et de faire comprendre à ceux qui connaissent mal ou peu la religion juive ce qu'est la judéité. Alors peut-être que c'est mon côté professoral, puisque j'ai été professeur de lettres pendant des années, qui est ressorti avec ces livres-là. Donc j'ai accordé une place très importante aux notes pour expliquer, pour traduire des psaumes par exemple, des prières, et expliquer des coutumes, puisque voilà, essayer de faire comprendre aux gens que nos coutumes, pourquoi on les fait et que tout a une explication. C'était ma volonté, en tout cas dans Sœur. Alors, c'est tout à fait clair quand on lit les premières pages, parce que on a l'impression, non pas du tout d'être dans La Vérité si je mens, parce que même s'il y a une petite scène chez le coiffeur qui fait penser à une scène que j'avais vue dans La Vérité si je mens, mais c'est haut en couleur, c'est plein de charme et de rigolade, et à la fois, il y a des questions profondes qui sont abordées. Effectivement, la question tout à l'heure, c'était quelle est la part de judéité. C'est vrai qu'on touche un petit peu à l'ADN de Hebraïka, des Journées de la Culture. Qu'est-ce que c'est que nos Journées de la Culture? C'est faire connaître au plus grand nombre, faire vivre dans la cité, faire rayonner dans la cité cette fameuse culture juive dont on ne sait jamais très bien où elle commence et où elle termine. Oui. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Maurice, tu en sais quelque chose aussi? J'en sais quelque chose, oui, dans la mesure où on participe Hebraïka participe à de très nombreux festivals et toujours là pour présenter la culture juive ou la culture israélienne. Parce que bon, après, ça pourrait être c'est un autre sujet de discussion, mais il y a quelques distinguos à faire entre les deux, celle de la diaspora et celle d'Israël. Et c'est vrai que notre but est là avec Zoom, avec des personnalités comme Karine Satragno, qui finalement ce sont des personnalités publiques. Nous sommes très très heureux parce que je pense qu'on va
je pense qu'on va élargir en plus notre public. Le Zoom va nous permettre de joindre et d'être en contact avec le monde entier, et pas seulement nos amis toulousains qui sont partis vivre en Israël, au Canada ou ailleurs. Et puis, c'est vrai que j'avoue ne pas avoir encore lu l'œuvre de Karine Satragno, mais telle que je l'entends, telle que je la vois, ça me semble justement exactement dans ce qu'Hebraïka veut être, c'est-à-dire à la fois spécifiquement juif avec tout ce que cela comporte de complexité et en même temps complètement ouvert sur les autres, complètement dans le dialogue et l'échange. Et c'est parfait, quoi. L'intervention à venir de Karine me semble parfaite. Qu'en pensez-vous, Karine? Bah, écoutez, merci. Vous parliez tout à l'heure d'accoucher les esprits. Moi, mes romans, je pense qu'ils ne sont pas là pour accoucher les esprits, ils sont là pour donner la parole aux femmes. Et donc, avec ces portraits de femmes que je brosse dans des romans qui ont quand même une intrigue, une histoire, quelque chose qui tient le roman, je mets en avant ces différentes femmes juives et leur manière d'envisager leur judéité dans le monde contemporain, en France, à Toulouse, à Tel Aviv, à New York. Donc voilà, c'est vraiment des portraits de femmes. Très bien. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, parce que c'est aussi un de mes dadas, ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre livre Sœurs, enfin dans vos deux livres Sœurs, c'est cet aspect familial aussi, parce que, comme son nom l'indique, c'est l'histoire de 4 sœurs. Et d'ailleurs, je me demande s'il ne va pas y avoir d'ailleurs 2 autres tomes, hein, si je fais bien mes comptes. Cet amour immodéré que nous avons, nous les Juifs, pour la famille. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui nous fait comme ça vibrer pour la famille à ce point-là? Qu'en pensez-vous l'un et l'autre, Maurice et Karine? Je vais laisser la parole à Karine d'abord. Alors déjà, elles sont 5 sœurs, 5 comme les doigts de la main, évidemment. Et il y a encore beaucoup de femmes qui sont autour, dont évidemment la mère, Alona qui signifie chaîne en hébreu. Donc, alors, vous expliquer ce qu'est la famille juive et l'importance de la famille juive, ça va être très, très compliqué. Il va me falloir vraiment plus d'une émission. Mais évidemment, on peut tous se rendre compte que la famille est le centre de la vie juive. Je dirais, la femme est le centre de la vie juive, finalement. Hein. Et d'ailleurs, j'étais à la fin du premier roman, Sœur, donc à la fin de Tzipora, il se passe quelque chose de grave. Et j'ai un ami qui n'est pas juif qui m'a dit, mais maintenant qu'il se passe ça, le livre ne peut pas continuer. Elles ne peuvent pas se reconstruire, la famille ne peut pas se reconstruire. Je lui dis, ben, justement, la différence, c'est que chez nous, si, c'est possible. On peut pardonner. Oui, ça me fait penser je pense que ça va dans le même sens que la femme juive et que l'esprit juif. Ça me fait penser à l'idée du ressentiment, et notamment Cynthia Fleury, la philosophe, a sorti un livre sur le ressentiment et elle a montré que le ressentiment est un moteur de l'action sociale, mais un moteur surtout de l'action sociale violente, revendicative, du style les Gilets jaunes. J'avais lu auparavant chez Amin Mahalouf que finalement les guerres entre Israël ou plutôt le mal-être arabe provenait du ressentiment contre Israël. Mais nous, chez les Juifs, j'en parlais avec Christian Torel l'autre fois, on n'a pas ce ressentiment. On n'a pas cette envie de revanche. On le voit après la Shoah, et la Shoah, on va en reparler, elle va être très présente dans ces journées de la culture. Et on le voit aussi quand un coup dur arrive, on n'est pas dans l'idée de vengeance, on est dans l'idée de surmonter cela. Et il est vrai que la famille, alors que ce soit la famille consanguine ou une famille qu'on se fabrique, mais il est vrai que cette famille va aider à surmonter, à aller au-delà, à combattre et à aller mieux, quoi. Mais sans l'idée de revanche, on ne va pas prendre une mitraillette et tirer sur quiconque pour cela. Et c'est vrai que la famille joue un très grand rôle pour lutter contre l'idée de vengeance, notamment. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a aussi l'habitude dans le judaïsme des fractures de civilisation et des fractures aussi plus effectives. Et donc, on aura peut-être, en tout cas au sein de la famille, plus tendance à les réparer,
les consolider qu'à nourrir un ressentiment et qu'à donc entamer une revanche. Parce que ça fait partie aussi des grands thèmes et des grandes missions des Juifs sur Terre, sur le plan culturel comme sur le plan cultuel. C'est ce fameux tikkun olam, réparation du monde, et effectivement la réparation de la famille. Quoi de plus. Oui, c'est ça, on répare, on ne va pas se venger. Et ce n'est pas pour rien que la personnalité qui a le mieux parlé de la résilience, même s'il n'a pas inventé le concept, c'est un concept inventé par un Américain, c'est Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik, enfant caché, dont les parents ont été déportés, qui est passé de ferme en ferme pour survivre dans la région bordelaise. Et il est dans le concept de résilience, pas de ressentiment, pas de vengeance. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Ouais. Alors, je voudrais, merci pour ces réflexions sur les gens de la culture. Je voudrais qu'on continue un petit peu notre déroulé et dire un mot des autres événements qui nous attendent dans les prochains jours. Donc, j'ai parlé mardi de la Karine. Mardi 17 novembre à 18h30. Voilà, mardi prochain. Il y a un événement, il y a deux jeudis d'Hébraïka dans nos journées de la culture, le jeudi 19, c'est-à-dire jeudi prochain, et ensuite le jeudi d'après, le jeudi 26. Jeudi 19, Roger Attali devait nous parler d'une grande figure de l'histoire du judaïsme, Donna Grazianassi, mais Roger est empêché, il est souffrant, et c'est toi, Maurice, qui va nous parler de quelqu'un que tout le monde connaît. Je crois que tu vas nous parler d'Hélène Baird. Alors oui, effectivement. D'abord, je voudrais reprendre l'historique des Jeudis d'Hébraïka. C'est un concept que nous avions inventé au bureau d'Hébraïka. Et tous les jeudis, on a une conférence et à 18h30, avant c'était 19h, et elles ont lieu à chaque fois sur Zoom maintenant. Et c'est gratuit, là encore. Et par exemple, le jeudi qui vient, c'est aujourd'hui, c'est ce soir. Ce soir, on a un des jeudis, c'est Izzy Morgenstern qui intervient. Pour ma part, donc on s'était réparti les jeudis à 3. C'était Roger Attali pour l'histoire juive, Izzy Morgenstern pour les 3 monothéismes, sa spécialité, et moi-même pour la littérature. Nous avions commencé l'année dernière, et cette année, je pensais n'intervenir qu'à partir de janvier. Et puis finalement, malheureusement, les circonstances font que je vais intervenir plus tôt. Donc ce jeudi 19 novembre à 18h30, je vais effectivement parler d'une figure très importante et qui gagne à être connue, mais qui est assez connue, en tout cas dans le milieu juif, c'est Hélène Baird. Hélène Baird, elle a écrit un journal merveilleux pendant ces années terribles de l'occupation allemande. Hélène Baird est une jeune fille qui a 19 ans, qui a 19 ans ou 20 ans. Elle veut préparer l'agrégation interne, d'anglais, puis elle ne peut pas à cause des lois anti-juives. Elle est issue c'est une israélite, une pure israélite, issue d'une famille bourgeoise très aisée à Paris, et elle découvre sa judéité au moment des lois anti-juives et de l'occupation nazie. Et elle finira malheureusement à Bergen-Belsen, enfin j'en parlerai. Et son journal est merveilleux parce qu'il est plein d'espoir et plein de lucidité. Et ce journal d'Hélène Baird, il faut le faire lire, il faut le lire. Jérôme Prieur en a fait un très très beau documentaire qui a reçu de très nombreux prix. Et puis c'est un journal qui est traduit maintenant un peu partout en Europe. Et par exemple, je vous donne juste un élément. Hélène Baird va travailler à l'UGIF. Alors bon, j'expliquerai ce qu'est l'UGIF. C'est une structure qui a été créée par le régime de Vichy, mais qui a été là, qui représentait les Juifs en concurrence avec le CRIF, qui a été créé, lui, dans la clandestinité, en même temps. Et elle, l'UGIF, avait un double aspect. À la fois, effectivement, il représentait les Vichy, mais en même temps, pour les Juifs, mais en même temps, il aidait les enfants. Et Hélène Baird était résistante dans le sens où elle aidait à faire partir les enfants de Paris, à les faire se cacher dans la campagne. Et un jour, elle raconte, un policier vient avec un papier parce qu'il vient chercher un enfant de 3 ans.
Et elle lui dit, mais quelle honte, qu'est-ce que vous faites? Quel est le danger pour la France? Quel est le danger pour, pour cette guerre qu'un enfant de 3 ans? Et le policier répond, je ne fais que mon devoir, madame. Et il y a beaucoup d'anecdotes Ouais, comme il y a ça. beaucoup d'anecdotes sur Ellenberg. Je me rappelle notamment, moi j'ai lu son journal, je me rappelle comme à la fin, elle croit qu'elle est invulnérable, elle continue à aller et venir Ben, et- oui, et à aider, et à aider les gens, et puis elle finit par… elle finit par être arrêtée. Elle a échappé à plusieurs rafles et elle voilà. finira par être arrêtée. Et puis c'est aussi un roman, son journal, il a été écrit pour être lu après, parce bon, Elle se savait perdue. Ouais. ouais, et être lu par Jean, l'amour de sa vie. Ouais. Et ça aussi, je le raconterai. Jean qui va découvrir 40 ans après combien elle était amoureuse de lui. Lui, il était parti entre-temps partir en Espagne et puis dans le sud de la France rejoindre des réseaux de résistants. Donc le journal d'Ellenberg, c'est à la fois une très très belle œuvre littéraire et un très très beau document et nous rappelle ces femmes dans la résistance dont on parlera tout à l'heure et ces femmes courageuses et le problème c'est que l'histoire et là Erika nous en parlera de manière plus précise, mais l'histoire telle qu'elle est écrite oublie ces femmes-là et oublie les femmes en général et oublie. Et donc là, c'est l'occasion de les mettre au premier plan. Jeudi 26 novembre, c'est l'autre jeudi d'Hebraïka. Easy Morgenstern, faut-il encore le présenter? C'est l'homme qui a dirigé France 3 pendant des années. C'est l'homme qui a participé à la création d'Arte. C'est l'homme qui a réalisé de très nombreux documentaires sur Rothko, par exemple, mais dont le plus grand succès a été celui sur les trois monothéismes. Et il nous fait l'honneur d'être présent à Hebraïka depuis maintenant, ce sera la 2e année. Et il vient là, il sera depuis chez lui. Maintenant, il habite dans le sud de la France, plus à Paris. Et donc là, il va, à notre demande, il va traiter de l'image de la femme dans les trois monothéismes, donc judaïsme, christianisme et islam, dans l'ordre chronologique. Et ça, évidemment, ce sera passionnant. C'est sa spécialité. Il écrit d'ailleurs, il est en train d'écrire un autre ouvrage sur les monothéismes et il nous en fera part dans le courant de l'année. Il nous donnera quelques pages en primeur lors de ces jeudis d'Hebraïka, probablement en janvier ou février dans le courant de l'année. Donc, jeudi 19 novembre à 18h30, je présenterai le journal d'Ellenberg. Et le jeudi 26 novembre, toujours à 18h30, on a gardé le même horaire. De toute façon, c'est facile. Toutes les interventions, toutes les manifestations ont lieu à 18h30. Ce sera Easy Morgenstern. Voilà, pour les jeudis d'Hebraïka. Merci Maurice. Alors, tu es très bien lancé, donc je vais te demander aussi, parce que c'est toi qui es à l'origine avec le musée de la résistance et de la déportation, de l'événement qui va suivre la table ronde de dimanche. C'est dès le lendemain, le lundi 23 à 18h30, toujours sur Zoom, comme tu l'as rappelé, unité d'horaire, hein, c'est comme la tragédie grecque, toujours 18h30. Ouais. Et là, on va rencontrer une auteure de BD, une fille vraiment étonnante qui s'appelle Stéphanie Trouillard et qui a mis en BD les lettres retrouvées de Louise Pikowski. Alors, Maurice, dis-nous un mot de Louise Pikowski. C'est un peu comme… qui est aussi au musée de la résistance et de la déportation. Merci à eux d'ailleurs de faire cette expo sur elle. Non, il n'y aura pas d'expo sur elle. Hein. Enfin, oui, il devait y en avoir une, effectivement. Il devait y avoir. Et oui, ça fait partie des regrets que nous avons. C'est partie remise, c'est partie remise. C'est partie remise. Alors, Louise Pikowski est une enfant. Est une enfant parisienne qui va être… là, c'est vrai que le thème de la Shoah va reprendre, mais il reprend sous le thème de la résistance, et ça, c'est chouette. Et ça, c'est bien. Y compris Ellenberg, même si elle est morte, assassinée à Bergen-Belsen. Donc, Louise Pikowski est une enfant parisienne qui va vivre l'occupation, qui va vivre l'étoile jaune, qui va vivre ce que vivent les enfants à ce moment-là. Et elle va écrire non pas un journal comme d'autres, mais des lettres. Et ensuite, elle va être déportée. Ces lettres vont être retrouvées beaucoup plus tard
Et Stéphanie Trouillard a eu l'idée de la mettre en BD, de mettre ces lettres en bande dessinée. Elle a fait le scénario. Les dessins, je n'ai pas le nom, mais elle nous le dira. Et ça rencontre, cette bande dessinée, les lettres retrouvées de Louis Pikowski, rencontre un immense succès. Dernièrement, elle faisait une conférence. Elle devait se déplacer en Angleterre pour présenter son ouvrage. Elle l'a fait en Zoom. Elle devait se déplacer un peu partout en Europe. Elle l'a fait en Zoom. Et ça rencontre un très grand succès. Et on est très, très heureux de pouvoir l'écouter, de pouvoir la rencontrer. Elle-même, elle est journaliste. Elle est journaliste à I24. Donc, on a beaucoup de femmes journalistes dans notre programme. Et elle a accepté tout de suite le passage en Zoom. Elle a accepté tout de suite d'intervenir déjà à Toulouse. Alors effectivement, le musée de la Résistance et de la Déportation devait la recevoir, devait présenter sa bande dessinée, devait présenter tout un stand de bande dessinée, notamment, mais on en reparlera parce que il est prévu une exposition sur les Klarsfeld, il y a une bande dessinée sur les Klarsfeld qui est parue. C'est partie remise, mais il faut remercier le rôle du musée de la Résistance et de la Déportation dans le partenariat avec Hebraïka, puis le partenariat avec le mémorial de la Shoah, et notamment les deux personnes qui le dirigent, Jérôme Blachon à sa direction et Catherine Monod-Béranger. Merci, qui s'occupe de la programmation et qui est toujours partante. Et juste pour nos auditeurs, le musée de la Résistance est longtemps appelé musée de la Résistance. L'arrivée de Jérôme Blachon, la création, la réfection du nouveau musée, ils ont rajouté et de la déportation. Et ils y insistent beaucoup dessus. Et ils font un travail formidable sur la mémoire de la déportation, en particulier dans le sud, à Toulouse. Et notamment, ils ont filmé, possèdent aujourd'hui la quasi-intégralité des témoignages des enfants cachés et des personnes déportées encore vivantes. Tout est au musée de la Résistance et en accès libre. Donc, ils font un superbe boulot. Ils ne peuvent qu'en être remerciés. Je me permets de rebondir, puisque vous parlez du journal d'Hélène Baird et donc de cette BD de Stéphanie Trouillard sur l'histoire d'une petite juive déportée, donc en BD. Je pense qu'il est essentiel de transmettre à nos enfants, d'inviter les enfants au travail de mémoire. Et donc, on essaie de trouver des ouvrages qui sont différents, puisque évidemment, ils ne vont pas lire ce que nous, on lisait il y a quelques années, ce que moi j'ai lu, ce que vous avez lu. On a eu à chaque génération des choses différentes. Et donc, je trouve que cette BD, justement, que j'ai lue est très éclairante, celle de Stéphanie Trouillard sur Louis Pikowski. Il y en a aussi une excellente sur Simone Veil, l'immortelle, sur l'histoire de Simone Veil, qui est vraiment très, très belle et qui m'a permis de transmettre à ma fille, à mon fils, voilà, ce patrimoine et de faire ce travail de mémoire d'une façon différente et pas rébarbative pour qu'ils sachent d'où ils viennent et qui ils sont. Oui, très bien. Alors, je voudrais maintenant qu'on fasse... On va faire une petite pause. Oui, maintenant on va écouter Raval Bernstein. Avant de lancer la pause musicale, je voulais dire simplement comment on va clôturer cette émission de lancement des Journées de la culture juive. On va parler du dernier événement avant celui de Dizzy Morgenstern, c'est celui des femmes dans la résistance, une conférence qui sera dialoguée avec Elirica Leroy, qui est une historienne, spécialiste de la résistance, et qui fait des parcours citoyens avec les élèves des collèges et des lycées de Haute-Garonne. Et puis, je voudrais qu'on parle aussi de Monique Lys-Cohen, on garde vraiment 5 bonnes minutes pour parler de Monique Lys-Cohen, une figure tellement, tellement importante de notre histoire locale. Voilà. Donc, Maurice, tu as choisi Raval Bernstein. Raval Bernstein, c'est encore une grande, grande figure de la chanson, de la musique israélienne, mais aussi une grande, grande figure de la musique yiddish. Et c'est elle chante depuis toujours et elle a su totalement se renouveler, y compris dans la musique yiddish, notamment avec un très très bel album réalisé avec les Klezmatiques. Les Klezmatiques, c'est un groupe de musique klezmer et yiddish, les deux, qui avait été créé par David Krakauer. Et là, on va écouter quelque chose de plus traditionnel, de plus variété
israélienne, mais certains, dont moi, considèrent que c'est la plus grande chanteuse israélienne actuellement vivante, Chava Alberstein. Merci Maurice pour ce choix de Chava Bernstein. Il nous reste quelques minutes pour évoquer la fin, pour évoquer les derniers événements de notre programmation. Mardi, donc pas ce mardi, mais le suivant, mardi 24 novembre à 18h30, on recevra sur Zoom Élirica Leroy qui nous offrira une conférence dialoguée d'une heure environ, d'une heure peut-être un peu davantage, sur les femmes juives et non juives dans la résistance. Et j'imagine évidemment qu'on va parler d'une héroïne formidable dont vous avez tout entendu parler, qui était la fille du compositeur Scriabine, qui a été tuée rue de la Pomme, et qui est vraiment, et qui ne peut pas, je ne peux pas évoquer cette figure-là, cette figure d'Ariane Fixman. Ouais, d'Ariane Fixman, oui, je ne l'ai pas nommé, sans penser à Monique Lise Cohen, parce que c'est Monique Lise Cohen qui nous a aidés à connaître si bien Ariane Fixman. Elle en a parlé dans un de ses ouvrages. Monique Lise, je le rappelle, qui est décédée le 3 novembre dernier, qui était chevalier de l'ordre des arts et lettres, qui a été félicité, qui a été honoré de cette distinction il y a à peine 2 ans par le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudinque, qui était philosophe, qui était docteur ès lettres et qui a travaillé toute sa vie à la bibliothèque de Toulouse, qui vient de décéder. Donc, elle a fait une 30aine d'ouvrages et d'études sur toutes sortes de thèmes, mais notamment des thèmes littéraires, philosophiques et religieux autour du judaïsme. Et elle a grandi dans une famille de résistants. Donc, c'était tout à fait naturel qu'elle nous fasse connaître Ariane Fixman aussi. Alors, très précisément, Pierre, son père, Monique Lise Cohen, a participé à la création de l'organisation juive de combat avec David Knut. Et David Knut était le mari d'Ariane Fixman. Et c'est pour cela que c'est pour cela que cette personnalité d'Ariane Fixman est absolument extraordinaire, qui est passée de la nomenclatura soviétique, parce qu'elle était aussi la nièce de Molotov, pour épouser un sombre poète juif, David Knut, et ensuite épouser ses causes d'abord sionistes, puis venir se battre en France. Et se convertir au judaïsme à un moment, au pire moment, où il ne faisait pas bon être juif. Oui. Et puis après, il y a l'histoire de leur fille, Betty Knut, qui a été surnommée la Jeanne d'Arc juive. Leur fille, qui à 16 ans était une héroïne de la résistance aussi. Donc, effectivement, il y a des femmes dans la résistance. Il y a Ariane Fixman et Monique Lise rendait chaque année hommage à Ariane Fixman, rue de la Pomme. Et je me souviens, nous n'étions qu'une poignée, mais elle tenait absolument à venir et à le faire. C'était le 16 juillet, après la cérémonie en commémoration à la rafle du Veldiv. Et elle venait rue de la Pomme, on la suivait. Et c'est elle elle a toujours été un moteur, Monique Lise. J'ai tout à fait le souvenir précis, très précis encore de ça. Et je me rappelle même d'une période où on y allait avec le rabbin Haïk, Arié Ben Somoun. Ouais. Et vraiment, oui. Oui, on se garait n'importe où dans la rue. Voilà, et on allait là-bas. Et alors, j'ai envie de me tourner vers vous, Karine Satragno, puisque c'est vous qui allez animer la table ronde Femmes et Juifs au XXIe siècle. Et la pierre angulaire de cette table ronde, au départ, dans notre programmation, c'était Monique Lise, que vous connaissiez peu, mais que vous connaissiez un petit peu, je crois. Oui, elle s'était rendue à une de mes dédicaces. Après, je connaissais évidemment… moi, je ne lis pas beaucoup de philosophie, mais j'ai lu quelques-uns de ses poèmes. Donc, et puis bon, c'était surtout pour moi la spécialiste de la résistance juive. Elle a été présidente de l'association Mémoire les Juifs dans la résistance, chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Donc, quelqu'un d'iconique et un modèle pour une femme comme moi, en tout cas. Tout à fait. Et c'est vrai que la table ronde ne sera pas la même, étant donné l'absence de Monique Lise Cohen. Elle sera quand même
j'imagine, bougrement intéressantes. Mais c'est vrai que ça aurait été très, très drôle d'entendre Monique Lys Cohen sur des sujets qui lui tenaient tellement à cœur, le judaïsme, l'aspect libéral ou pas libéral, des éléments aussi de langage et des éléments poétiques par rapport à la philosophie du judaïsme. Et bon, c'est quelque chose qu'on n'aura pas, mais il suffit de puiser dans ses ouvrages et dans tout ce qu'elle a laissé pour se faire une idée. Il faut se souvenir, par exemple, que moi, je suis allé la rencontrer pour faire un long papier sur elle dans le Aviv Mag, je pense, de mi-2018, quelque chose comme ça, parce que l'occasion, c'était qu'elle venait d'être décorée, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'Ordre des Arts et Lettres. Et du coup, on avait profité pour faire une photo. Monique Lys n'avait pas d'enfant, c'est un secret pour personne. Et on avait profité pour faire une photo avec tous ses livres. Alors, on a essayé de mettre tous ses livres sur la table de son salon. Et bien, figurez-vous que ça n'y rentrait pas. Et je me rappelle que quand j'ai commencé l'interview, en lui disant, ben voilà, on vient de disposer sur la table une grande partie de tes ouvrages. Et quelle est ta réaction? Et sa réaction, c'était avec ces expressions qu'elle avait, cette façon de parler, avec sa voix fluette en disant des choses énormes, avec une toute petite voix d'oiseau. Elle disait, Dieu du ciel, comment j'ai pu faire tout ça? Ce n'est pas possible. J'ai été aidée. Je n'ai pas fait ça toute seule. Et ça bon, je l'ai retransmis, dans l'interview qui est dans la Aviv Mag de cette année-là. Mais c'était tellement délicieux de l'entendre avec à la fois une vraie fierté, mais à la fois aussi sa modestie et son côté aussi très pieux de dire j'ai été aidé, vraiment Dieu est derrière tout ça. Voilà, donc moi j'ai d'excellents souvenirs avec elle, et la vie de Monique Lys, c'est une vie aussi de résistance quelque part, parce que elle a résisté, elle s'est battue tout le temps sur des projets, sur des idées, avec des personnes qu'elle prenait comme ça dans son sillage, hein, Maurice, tu en as comme moi l'expérience, qu'elle prenait dans son sillage et avec qui elle lançait des projets fantastiques. Alors, il faut rappeler que bon, toute sa vie, elle a été bibliothécaire, toute sa vie de femme, de sa vie professionnelle, elle était bibliothécaire, bibliothèque rue du Périgord, et elle s'est battue pour qu'il existe un rayon hébraïca, judaïca, c'est-à-dire un rayon consacré aux livres à thématique juive. Elle s'est battue pour obtenir de l'argent, pour réaliser des expositions, dont l'affaire Dreyfus à Toulouse, dont les Juifs dans la Résistance. Elle s'est battue pour réaliser des documentaires sur les camps d'internement autour de Toulouse. Et c'est une femme qui était paradoxalement, quand on la voyait effectivement très calme, mais c'est un tigre, c'était une tigresse. Et il était très difficile de lui résister. Et c'est vrai que après, elle a toujours souffert de ne pas avoir la reconnaissance qu'elle méritait. Et c'est toujours dommage, ça. Alors justement, tu as tout à fait raison, Maurice, de le souligner. Elle a toujours souffert de ne pas avoir eu la reconnaissance qu'elle méritait. Une partie de cet inconfort est infondée, à mon avis, parce que c'était dans sa nature d'en demander toujours plus, mais une partie est peut-être fondée, et c'est là peut-être que ça rejoint le débat qu'il faut avoir, et qu'il faut continuer d'avoir, sur le fait qu'être femme, c'est pas toujours un avantage, et c'est parfois un handicap, et peut-être que effectivement, elle aurait pu avoir, si elle avait été un homme, elle aurait pu avoir peut-être une meilleure audience, une meilleure écoute, une meilleure réactivité par rapport à ses projets. Et moi, je veux bien le penser, oui, tout à fait. Qu'en pensez-vous, Karine? Écoutez, je pense que oui, être née en 44, femme et juive, c'est absolument pas la même chose qu'être née en 1977 comme moi, ou plus tard pour ma fille, par exemple, et que elle aurait dû avoir une reconnaissance plus importante. Donc, oui, c'est une histoire d'évolution des mentalités. C'est le moment de conclure. Est-ce que tu veux dire un mot? Pour rappeler que le programme commence dès ce soir, le samedi 14 novembre, dès ce soir avec cette présentation globale, se terminera le jeudi 26 novembre. Les informations sont sur hebraïca-toulouse.com. Que cette année, nos journées de la culture sont entièrement gratuites. Nous l'offrons à toute la population et nous en sommes très, très heureux.
que tout se fera en Zoom, c'est très facile, vous ne risquez rien et ça peut être très agréable. Puis, elles seront enregistrées et diffusées sur notre page YouTube, donc nous aussi on s'y met. Alors, donc voilà, il y aura un prolongement et on espère que qu'une partie de ces journées de la culture auront lieu en mars ou en avril. On a encore d'autres projets à Hebraïca. Voilà, merci à tous d'avoir participé. Merci Karine, merci Maurice Lugassi, merci Merci. Joël pour les moyens techniques. Et merci à la radio Kol Aviv. À bientôt, à mardi, pour la lecture rencontre avec Karine Satragno. Voilà. הכל כבר נאמר, אני מרגיש כזר. Photo, Monique